Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux au théâtre Jean Le Bleu pour participer à l'anniversaire des 30 ans de l'Union des entreprises. On aura l'occasion d'en parler. Mais également, compte tenu de la moyenne d'âge des adhérents de l'Union des entreprises, on va également se concentrer sur les 30 ans à venir. Voilà, donc on va parler de territoire, de prospective, avec une pléiade de vedettes, je leur mets déjà la pression, voilà, qui vont nous accompagner à travers cette soirée. Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les présidents, parce que je pense que tout le monde a été au moins une fois président dans cette Assemblée, donc je ne vais pas vous citer tous, parce que je crois que si vous êtes 600 ou 700, on y passerait la soirée. Mes chers amis, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir et ici à Manosque. Laurence, jusqu'à vendredi dernier, on ne savait pas si elle pouvait être disponible pour notre manifestation. On a su lundi qu'elle malheureusement ne pourrait pas être là, mais pour autant, avec les magies de la technique, elle nous a concocté une petite vidéo que je vous propose, voilà, de découvrir avec moi. Chut, chut. Il ne faut pas le dire, mais Jean-Luc Monteil, vous êtes un de mes MEDEF préférés. Alors ne le dites pas aux autres, ça va créer des jaloux, mais il y a une chose qui est formidable dans votre MEDEF, c'est sa jeunesse, son dynamisme, son modernisme. On se souviendra de la promesse, Laurence, on s'en souviendra. Je vous demande d'accueillir le président régional de l'Union patronale PACA, qui est accessoirement un alpin de Haute-Provence, mon vice-président au sein de l'Union des entreprises. Je vous demande d'accueillir Claude Morel. Voilà, petit compte à rebours. Création de l'UPAS, Union patronale des Alpes du Sud, comme le disait Bernard Jamet, donc coprésidence avec Bernard Jamet et Pierre Roux. Bernard, tu nous expliquais déjà que la politique, c'est lorsque les gestionnaires dialoguent avec les visionnaires. Tu ne savais pas à l'époque que tu deviendrais maire de Manosque. Et lorsque le visionnaire et le gestionnaire se confondent dans une même personne, cela devient profitable pour la ville de Manosque. Tu coprésideras également l'UPAS avec Yves Monnier et notre secrétaire général Bernard Largillier. Puis, tu passeras le relais ensuite à Lucien Trouche, 86-92. Lucien recherchera l'unité de nos deux départements, les Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Nous le voyons ici en présence de Jacques Chirac. L'unité, bien sûr, puisque nous représentons également le CNPF, aujourd'hui devenu le MEDEF, et la CGPME. Nous recevrons la visite des présidents nationaux de nos deux syndicats patronaux. Et à l'époque, nous parlions déjà de l'autoroute. Plus tard, lors des tables rondes, nous verrons également que Joseph J.M. expliquait déjà les bienfaits de l'engagement patronal au sein des organismes sociaux. Jean Caminade participait à nos travaux. Et puis, c'est le passage de relais à Daniel Salomon. Daniel Salomon, 92-95. Daniel Salomon, un tribun. Ce Daniel a un engagement, une volonté. Présent parmi nous, il occupe depuis de nombreux mandats régionaux. Lors de la réunion et la venue de Jean Gandois, il nous a très bien expliqué la différence entre un énarque et un chef d'entreprise. Vous pouvez lui demander ce soir, vous allez voir. Nous le voyons ici en présence du président Rebuffel, et puis ensuite de Dominique Herbert, avec qui il coprésidera également l'UPAS. Là, avec les personnes du BTP, et en présence de Jean Gandois. Et le passage se fera tout naturellement à Chantal Nervy, mandal de 96 à 2000. Quel plaisir plus grand que celui de l'obstacle surmonté. Ta mandature, Chantal, n'en a pas manqué. Le passage aux 35 heures, le passage de l'UPAS à l'UDE, c'est le début de la féminisation du patronat réel. Avec toi, Chantal, les adhérents se multiplient et les déplacements aussi pour visiter les grands chantiers que tu affectes, TGV et également le pont de Millau. Mais tu as rencontré à plusieurs reprises effectivement Jean Gandois. Et Chantal, tu ne nous as pas caché que tu avais un faible pour Ernest-Antoine Sellière. Si.
Il y a des preuves. Hein. Voilà, Maria est avec nous, Maria Pellier au centre de la photo depuis plus de 25 ans. Et Xavier Bourron était également le secrétaire général de cette époque. Et puis arrive la présidence de Marc Ségard. Comme disait Marc, le président préside, un entraîneur, ça doit être entraînant, une équipe soudée, Serge, Pierre, Guy, Jean-Luc, Claude et les autres. Il explique dans l'oreille qu'il est temps d'agir parce qu'on a certainement assez réfléchi. Nous nous déplaçons en Ubaye, ici, et nous allons nous apercevoir que petit à petit, les médias prennent de plus en plus d'importance. La radio s'est arrêtée sur Manos, la télévision a pris aussi le relais sur Céreste. Nous accueillons Laurence Parisot. Et à cette époque, Karine Blanche était notre secrétaire générale. Elle a passé la main ensuite à Julien Martellini. Voilà le départ de Karine et Maria à ses côtés. Et puis vient la présidence de Jean-Luc Monteil, président actuel de l'UDE. Il a pris le relais, donc Marc Ségard, et tout s'accélère. Changement de logo, nouvelle identité visuelle, parution de l'UDE Info, réunion de bassins économiques, rencontre parisienne, et puis toujours de la convivialité. Cette journée, aujourd'hui, c'est la sienne. Il l'a organisée dans ses moindres détails pour vous, pour nous. Nous sommes plus de 600 ce soir. Et donc, les ordinateurs, vous le savez, pour certains dans la salle, ont beaucoup de mémoire, mais ils ont très peu de souvenirs. Nous nous espérons tous à l'UDE que vous vous souviendrez de cette journée. Merci. Le débat de ce soir s'est organisé à travers 3 tables rondes. La première aura vocation à utiliser l'expérience de 4 participants à cette table ronde, avec des parcours très différents et qui vont un peu nous faire voyager. Voyager pourquoi ? Voyager dans les 30, 40 ans qui arrivent, mais également voyager sur les bassins économiques, puisque le principe de cette soirée, c'est d'être en capacité de tirer des enseignements. Et quels enseignements ? Les enseignements de territoires qui ont connu une forte croissance économique. Et donc, pourquoi pas aller tirer ça et là quelques informations utiles pour nous aider justement à accompagner ces prochaines années avec un développement économique cohérent et profitable à tous. La question qui se pose, c'est à laquelle tout le monde pense, quelle va être la durée et quelle va être l'ampleur de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Pour l'historien, rien de neuf. Et qu'est-ce qui explique cette crise ? C'est très simple, la folie des hommes, tout simplement. J'ai tout vendu. Donc c'est vrai que je regarde cette crise avec beaucoup plus de sérénité que celui qui serait encore engagé sur le marché boursier. Pourquoi j'ai tout vendu ? Parce que simplement l'histoire vous apprend que la bourse ne monte jamais plus de 5 années de suite sur le dernier siècle. Donc voilà, donc comme ça monte plus de jamais de 5 années de suite, au bout de 5 années de suite, j'ai vendu. Et au bout de 5 années de suite, la 6e et 7e année, ça a baissé comme toujours. Alors vous allez me dire, quand est-ce que ça repart ? Si je regarde encore une fois l'histoire, entre 16 et 33 mois. C'est la durée moyenne. 16, c'est quand tout va bien. 33, c'est quand tout va mal. Voilà la durée des crises depuis qu'on les observe. Je constate depuis quelques années, les acteurs des territoires sont prêts à écouter un certain nombre de choses, de discours, sur des choses à long terme, des événements à long terme sur lesquels, il y a quelques années, on m'aurait dit non, on ne va pas discuter sur ce qui va se passer en 2050, ça ne nous intéresse pas, on sera tous morts, on ne sera plus en activité. À 2100, n'en parlons pas. La mobilité, ça peut être un facteur, je dirais, de survie pour des gens qui sont dans des territoires isolés. Le coût des matières premières, que vous venez d'évoquer. Oui, la démographie. La démographie qui est importante. Parce et le climat, par exemple. Et le climat. Et puis d'autres choses, bien sûr, l'économie. Ça fait partie des 3 points qui vous paraît important de conserver à l'esprit quand on établit une stratégie de développement d'un territoire. Un petit mot quand même sur le développement du territoire. Est-ce que j'ai remarqué, alors moi je suis un petit chef d'entreprise, j'allais dire comme vous, j'ose pas le dire, parce que je suis certainement plus petit que beaucoup d'entre vous, mais je suis très fier d'être là avec vous et très fier de travailler avec Jean-Luc, avec Laurence Parisot, sur ces problèmes fondamentaux qui sont l'influence que peut avoir le monde économique sur tous ces projets structurants qui sont généralement
et habituellement dévolue au monde politique. Le monde économique doit comprendre que les choses ne changeront que si nous, patrons de petites entreprises, même si on n'a pas la vérité sur tout, loin de là, on est là pour la partager dans la diversité, pour écouter les autres, mais pour construire ensemble, et je crois que c'est un de vos thèmes, fédérer ensemble pour l'avenir, ça me semble absolument fondamental. On a sillonné un peu toute la France, etc., pour voir un peu les facteurs de développement, etc. On est arrivé à la conclusion que ce qui fait la différence sur un territoire, c'est pas l'autoroute, c'est pas le TGV, ce sont les hommes et les organisations. À partir du moment où on a compris ça, on a déjà fait un grand pas dans les questions de développement. Si on vit dans un monde où c'est plus flexible, alors on pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça, c'est plus flexible, il faut qu'autour des entreprises, il y ait des services qui favorisent cette flexibilité et on peut trouver des solutions qui seront finalement tout à fait acceptables et pour l'entreprise et pour le salarié. Avez-vous une vision précise des types d'emplois qui seront mis en avant pour les années à venir ? C'est quoi leur job demain à nos sympathiques têtes blondes, messieurs ? Les emplois de demain aussi, c'est tous les emplois liés au service à la personne. Hein, c'est absolument évident. Le premier critère maintenant n'est plus le diplôme, n'est plus la compétence, mais c'est l'insertion professionnelle. Enfin, on remet les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que l'université a pour vocation, effectivement, de former, de donner des compétences et de les valider par un diplôme, mais dans le but, et dans le but unique, d'insérer ces jeunes dans un métier. C'est une véritable révolution en France et le monde de l'entreprise doit l'accompagner. La table 2, on va naturellement mettre au cœur de cette discussion ce qui est au cœur de la société, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Et il ne peut pas y avoir de développement de territoire sans des femmes et des hommes pour justement accompagner ce développement. La notion du travail, c'est de chercher de la nourriture, c'est le sens premier, donc le besoin premier de l'être humain, et que quand le travail échappe à cette notion première de toucher à l'essentiel, eh bien, on entre, comme l'a dit Jacques Marseille tout à l'heure, dans la folie des hommes. Autrement dit, chaque crise est la folie des hommes, c'est-à-dire la démesure, la perte du sens d'humanité, de lien au travail. La valeur travail, c'est de retrouver ce sens du cœur qui va permettre de nous mettre en relation avec nous-mêmes, de nous mettre en bonne cohérence avec les autres pour répondre aux besoins du marché. Mais d'abord, c'est l'homme qui compte. Quel dispositif mettre en place dans l'entreprise pour restaurer la valeur travail au sein d'une problématique plus vaste qui est la restauration de la dignité de l'homme au travail? Pour rendre sa dignité à l'entreprise, eh bien, Jacques Marseille a cité Keynes. Je vais citer dans cette continuité-là, en amont, Adam Smith, 1776, dans son livre « La cause des richesses des nations », le père du libéralisme, en tout cas celui qui va donner sa structure au libéralisme. Dans le préambule, il dit qu'il existe 2 mythes fondateurs au libéralisme. Le premier mythe fondateur, c'est « le capital est au service du progrès de l'humanité ». Et il doit y avoir un juste retour sur investissement pour le capital, mais il parle bien de juste retour, et c'est bien la problématique de l'éthique dans l'entreprise, c'est quel est le retour équitable
c'est-à-dire équitable par rapport à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, le capital, les clients, les collaborateurs, on peut ajouter les fournisseurs. Premier événement fondateur du libéralisme. Deuxième événement fondateur du libéralisme, c'est-à-dire ce qu'il vise pour rendre sa dignité humaine à l'entreprise, rendre les gens plus heureux. Joël Gâteau-Fossé. Donc on disait les hommes, monsieur, donc c'est vraiment les hommes qui font les entreprises. Parce que, ah bah non, au bout du monde, il n'y a pas le TGV, mais il y a quand même des milliers de personnes. Hein. Donc, puisque la librairie Le Bleuet est la plus grande librairie de France des villes de moins de 20 000 habitants. Il faut vraiment le faire, et c'est vraiment exceptionnel. Jean-Paul Crabeil, voilà, qui mesure les cavités souterraines. Bravo Jean-Paul. Donc simplement, beaucoup de crédits d'impôt recherche aussi pour Jean-Paul Crabeil. Hein. Beaucoup aidé par l'État, il faut le dire aussi. Beaucoup d'aide depuis le départ, depuis des années. Très difficile d'arriver jusque-là, mais c'est vraiment grâce à toi. Je te félicite beaucoup d'arriver à cette performance. Voilà. À Monsieur Romoli, de Pierre Vert. Je crois qu'il y a le bureau du maire qui est en train de se préparer, que vous avez fait ça. On va pouvoir le visiter. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Pas tous en même temps. Bon, bravo, Monsieur Romoli, c'est vraiment exceptionnel. Mais je crois que vous avez oublié. Vous ne travaillez pas en Russie aussi? Vous n'avez pas oublié? Ah oui, si oui, pour les appartements privés de Monsieur Yeltsin, Tchernomerdine, et puis certaines holdings et autres, l'Iran, résidence ambassadeur de France à Téhéran. Bon, on va pas faire tout le monde parce que Jean-Luc il va pas être content sinon après. Hein. Merci, bravo. Hop, Gulliver. Voilà, donc je vous connais moins mais je vous félicite quand même. Et donc vous êtes à Vols, hein, c'est bien ça. Eh bien bravo. Alors vous travaillez avec Bouygues, c'est parfait. C'est en béton votre travail. Hein. Bien que ça va. Merci beaucoup. Et voilà, celui qui nous éloigne un peu de Manosque, qui est à Saint-André-les-Alpes, c'est ça? Eh bien, très bien. C'est très loin pour y aller, mais c'est quand même un beau pays aussi. Hein. Voilà. Mais ailleurs, ils viennent par Nice, sans doute. C'est plus court. Bravo, félicitations, monsieur. Merci. Merci à tous. Moi, quand on m'a posé la question, est-ce que la fortune sourit aux audacieux, ils en ont rajouté une autre, est-ce qu'on est un territoire qui voit grand? Et quand on veut répondre à cette question, il faut répondre à une autre question. Est-ce que vous acceptez de faire un voyage dans l'inconnu où vous allez être confronté à deux forces, la force de changer et la force de rester vous-même, et vous allez être obligé d'affronter trois épreuves, le possible, le souhaitable et le réalisable. Je sens qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce territoire, les chefs d'entreprise vont se saisir de la question territoriale et je trouve que c'est une bonne chose. La question c'est aujourd'hui, voilà, Cadarache a été la locomotive parce qu'il n'y aurait pas Cadarache aujourd'hui, il n'y aurait sûrement pas ITER. Et aujourd'hui, ITER, pour notre territoire, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous avez déjà 1000 personnes qui travaillent sur le projet ITER. Hein. Donc, je pense que c'est déjà appréciable. Et il y a déjà 250 millions de contrats qui ont été placés auprès des entreprises de toute nationalité. Mais pour l'instant, la France s'en tire très bien, puisque c'est à peu près 2/3, et que la région PACA fait 45%. Le silicium, c'est le matériau, donc j'ose dire, c'est l'équivalent de ce qu'est le moteur à la voiture. C'est le silicium qui a la propriété de transformer la lumière du soleil en électricité. Maîtriser la production de silicium, c'est stratégique pour développer l'industrie, mais c'est stratégique pour développer aussi le savoir-faire qui va avec. Lorsqu'on fait la somme des investissements de Silicium de Provence, de ce qu'a dit Madame Amain-Cotoni sur ITER, si on rajoute également les investissements propres du CEA, on parle de 500 millions d'euros pour le réacteur Jules Horowitz. Si vous ajoutez encore ce qu'a dit la lycéenne tout à l'heure sur le pôle de compétitivité qui s'appelait Cap Énergie, mis bout à bout tout ça, on est peut-être en train de fabriquer un des pôles mondiaux les plus importants au monde dans le domaine de l'énergie. Je crois qu'on en a un petit peu conscience. Les étrangers que nous rencontrons nous le disent et ils sont extrêmement attirés par tout ce qui se passe là. Si on prend les 52 entreprises les plus importantes du département qui dépassent 5 millions d'euros, j'ai regardé déjà leur localisation. Il y en a 19 sur Manosque, 8 sur Sisteron, 3 Fort-Calquier, 3 Die, 3 Dabis, 2 Perruis, 2 Aiglun, 2 Oraison, 2 Lémé. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Alors, je vais un peu contrarier peut-être ce qu'a dit tout à l'heure M. Vincent Passini. L'autoroute a quand même un caractère structurant. Alors, monsieur le député maire de Sisteron,
M. Spagnon, voilà. Vous, justement, le développement de ce parc, c'est une volonté qui est née quand et quels sont les résultats? Nous avons créé une société d'économie mixte à vocation unique, donc le développement économique, avec 60%, la commune de Sisteron est majoritaire, 40% des crédits privés, et d'ailleurs l'Union des entreprises fait partie de la société d'économie mixte, et à partir de ce moment-là, eh bien, le développement est venu tout seul. Mais au départ, il est parti d'une forte volonté donc, des hommes de terrain du Sisteronnais. Mais je dois dire quand même, là aussi, que l'Union des entreprises nous a beaucoup aidés, et je dois beaucoup à un homme. Et vous lui avez rendu hommage tout à l'heure, mais c'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit « Fonce, on est derrière toi », c'est M. Lucien Trouche, qui était un véritable visionnaire pour tout ce qui concernait le développement économique de notre département. On s'est bien rendu compte maintenant que sans vous, les chefs d'entreprise, il n'y a pas d'aménagement du territoire. La preuve, c'est que c'est CIDPRO et c'est ITER qui vont nous apporter le développement du territoire. Regarder l'économie réelle dans toute sa diversité, de la petite entreprise qui a besoin d'être soutenue et dont on sait qu'elle est très fragile, mais aussi du grand projet emblématique qui peut faire une carte de visite pour un territoire, je pense à ITER ou je pense à CIDPRO. Et c'est à partir de ce diagnostic-là qu'on a mis en place des moyens d'accompagnement des entreprises, parce que là aussi, les entreprises, on sait qu'elles ont besoin d'accompagnement. Rarement en capital, c'est pas là-dessus qu'on est sollicité, mais c'est par exemple pour pousser sur certains projets dont il est nécessaire quelque part d'allumer la mèche pour qu'ils puissent démarrer. Ben là, il faut qu'on soit présent. C'est la logique des pôles de compétitivité, des PRIDES, et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Nous sommes en train de préparer les budgets dans les collectivités, et nous avons fait notre l'adage de Jacques Marseille qui a dit « acheter ». Parce que je crois que les collectivités, aujourd'hui, elles ne doivent pas se montrer frileuses, elles doivent faire un budget d'investissement fort, parce que je crois que nous sommes ici avec des chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise, ils savent qu'ils peuvent profiter des investissements des collectivités locales, et quand on sait que quand une collectivité locale donne une subvention, que ce soit la région ou l'État ou une commune ou une communauté de communes, ça génère chaque fois un effet levier qui est très bon pour l'économie locale. On voit, et Madame le Préfet qui nous quitte les jours prochains, a appuyé très fortement sur l'organisation des communautés de communes. On voit bien l'importance que nous avons d'avoir sur le territoire des collectivités territoriales qui ont une taille suffisante et des capacités d'investissement suffisantes et des capacités d'attractivité suffisantes pour pouvoir organiser des zones d'activité qui aient une dimension intéressante. J'aurais voulu savoir, suite à l'implantation d'ITER près d'ici, quels seront les impacts sur l'aménagement de notre territoire concernant les transports, et que pouvons-nous attendre concrètement et précisément de ce choc démographique et technologique en matière de développement économique et de désenclavement. Bon, on a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi un besoin de formation, et qu'il y avait manqué d'ingénieurs. Donc on commence avec l'école internationale, et on a aussi l'ambition d'être un grand centre de recherche et de formation dans le domaine de la fusion et plus largement dans d'autres domaines. Essayez de vous comparer aux autres. On a des tas d'indicateurs à disposition. Donc vous vous classez dans les départements en termes de performance économique et en termes de lien social, et vous saurez si vous êtes à la fois compétitif et attractif. Eh bien, c'est l'enjeu de votre discussion de ce soir. Merci Jacques Marseille. Donc j'aimerais que Pierre Roux, Bernard Jeanmet, Dominique Herbert, Yves Monnier, Daniel Salomon, Chantal Nervy, Marc Segard, mais également les secrétaires généraux, Bernard Largillier, Jean Caminade, toute l'équipe actuelle, c'est-à-dire Maria, Christine et Julien, ainsi que Karine Blanche, me rejoignent. Vous l'aurez compris, au cours de cette soirée, nous avons voulu d'une part vous faire partager un état d'esprit, une volonté, celle de voir notre territoire se développer en cohérence avec la participation de tous. Et d'autre part, vous remercier celles et ceux qui nous ont précédés, car pour savoir où l'on va, on a besoin de savoir d'où on vient. Merci. L'Union des entreprises des Alpes-de-Provence s'est affirmée durant ces dernières années comme une force de proposition et de dialogue, représentative de tous les entrepreneurs, de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier. Votre présence massive ce soir nous témoigne de votre adhésion à notre démarche qui se veut volontaire et plurielle, où l'intérêt collectif est l'essence de notre engagement. Alors, prenons ce soir ensemble
l'engagement de faire de l'entreprise et de notre territoire un projet collectif. Il est grand temps maintenant de rallumer les étoiles. En tout cas, il y a la parole.